On dit que les plus grandes douleurs sont muettes. Mais qu'en est-il de la douleur d'une femme qui cherche à avoir un enfant coûte que coûte, mais qui n'arrive pas à en avoir? Aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on parle de l'infertilité, de ses causes, de ses conséquences, mais aussi des solutions. À tout de suite. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Irène au minéral naturel. Irène, soif de vivre. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée au quotidien, Les Femmes d'ici, l'émission qui apporte du bonheur, de la joie, mais aussi des solutions à tous les problèmes, dont d'ailleurs aujourd'hui nous parlons de l'infertilité, n'est-ce pas? Didia, comment tu vas? Je vais bien, Aurélie, et toi? Ça va, super, à part qu'on est encore toutes les deux, mais on les attend toutes les autres, là, Yasmine et puis Kadi. Revenez-nous très très vite. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence, nous avons comme invité le professeur Guy Privat. Bonjour professeur, comment vous allez? Bonjour madame, ça va bien, merci. Merci à vous d'être venu. Et professeur Arthur Kwame. Oui, bonjour. Ça va. Merci vraiment d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que c'était pas facile de vous avoir, mais en tout cas, on vous a tous les deux et on est vraiment très contente. Surtout qu'on avait besoin de deux avis de professionnels sur un sujet vraiment qui parle. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, certaines ont eu la chance d'avoir des enfants, beaucoup d'enfants, et il y en a qui sont, on va dire, c'est très facile d'en avoir, mais il y en a d'autres vraiment, comme on dit, elles luttent au quotidien. Ouais. Est-ce que, Didja, toi, tu connais des personnes dans ton entourage qui ont des difficultés à enfanter? Oui, j'en connais, mais d'ailleurs, j'en ai contacté deux pour venir donner leur témoignage, mais ça reste quelque chose de très personnel et comme elles n'ont pas encore trouvé véritablement de solution à ça, donc c'est compliqué de venir en parler. Il y en a une qui est mariée, ça fait 5 ans, elle n'arrive pas à enfanter, elle a fait plein d'analyses, elle a été opérée plusieurs fois. Wow. Donc c'est vraiment le désespoir, quoi. Et donc, moi, je suis contente qu'on ait cette émission-là. Peut-être qu'au sortir de l'émission, finalement, elles auront des solutions. Et puis, peut-être qu'elles rentreront en contact avec nos spécialistes aussi. On ne sait jamais. Il faut toquer à toutes les portes, quoi. C'est vrai, c'est pas facile. Moi aussi, j'en connais. Une amie aussi. J'espère qu'elle va regarder cette émission, qu'elles vont regarder cette émission parce que c'est très, très difficile. On va rentrer dans le vif du sujet, mais avant... on a posé la question à la population de savoir quelles sont les causes, à leur avis, de l'infertilité dans un couple. On regarde. Il y a des fois, on dit qu'ils ne sont pas compatibles. Et puis, il y a des fois aussi, il y a des cas aussi de stérilité. Donc, pour moi, c'est mieux de se soigner, de voir les praticiens comme aller aussi à l'hôpital, parce que maintenant, là, tout se soigne. Donc, pour moi, c'est ça, quoi. Moi, ça n'a pas été facile de faire ma fille, mais avec l'indigénat, un peu aussi, j'ai eu le bonheur d'avoir un enfant. C'est dur, ça peut être monsieur et madame. Donc quand c'est comme ça, tu dois te rendre à l'hôpital pour aller faire des examens pour voir. Maintenant, quand tu vois les examens qu'il n'y a pas lieu, tu fais l'indigénat aussi. L'indigénat aussi, ça sauve. Comme on le dit, le coco, quand c'est trop chez la femme, tu ne peux pas faire enfant. Il y a les pètes blanches aussi. Donc quand c'est comme ça, tu fais un médicament indigénat pour te nettoyer bien propre. Si c'est au côté de monsieur aussi, vous deux, vous faites. Et puis quand c'est comme ça, tu pries beaucoup. Dieu a sa main dedans, là, ça passe. Ah, vraiment, on parle beaucoup on va dire, médicaments traditionnels, de Dieu et tout ça. Mais il y a une dame qui a attiré mon attention. Elle a parlé de stérilité. Alors, professeur, est-ce qu'il y a une différence entre l'infertilité et la stérilité? Effectivement, il y a une différence qui est juste
une différence dans le temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'infertilité, on a encore l'espoir d'avoir une solution. Mais la stérilité, c'est un fait accompli. À la fin, si, malgré les recherches, on a tout fait, qu'on n'a pas abouti, en ce moment-là, on pourra parler de stérilité. C'est définitif, en fait, la stérilité. Tout à fait. D'accord. Bon, on va garder espoir, on va parler seulement d'infertilité aujourd'hui. Mais du coup, bon, moi, ça m'emmène à demander, l'infertilité, enfin, la stérilité, c'est la fin du traitement de l'infertilité. Donc, si on a fait toutes les recherches, on a essayé toutes les solutions, qu'on n'a pas eu de réponse, on va dire que cette personne-là est stérile. Sinon, il n'y a pas un diagnostic qui dit que c'est la stérilité. Oui, parce que c'est très, très difficile. Jusqu'à 10% des cas, on n'arrive pas à savoir la cause de l'infertilité. Donc, en matière de médecine, on est humble. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas condamner la personne à dire non, celle-là ne peut jamais. Oui. On ne dit jamais, jamais. Et donc, c'est à la fin de sa vie génitale qu'on va constater que cette personne est infertile, est stérile. Est stérile. Voilà. Je vois. Donc, la fin de la vie génitale, c'est la ménopause, c'est ça, pour la femme? Tout à fait. D'accord. Et... OK, ça fait un peu peur. Mais du coup, si 10% des cas, on ne connaît pas la cause de l'infertilité, les 90% du temps, c'est quoi? C'est quoi les causes? C'est ça. Voilà. Donc, dans les 90%, les parts sont partagées. Oui. Voilà. Et je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait les choses ainsi. 30%, ça peut être l'homme, 30%, ça peut être la femme. Dans 30% des cas, ça peut être les deux. D'accord. Voilà un peu comment les choses sont reparties. D'accord. Ah, donc, on va commencer par la femme, premièrement. Professeur, est-ce que vous pouvez citer un petit peu les causes fréquentes de l'infertilité d'une femme? Alors, les causes fréquentes de l'infertilité d'une femme, je vais dire un peu, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Ah. Bon, on va rester sur la Côte d'Ivoire, par exemple, en Afrique. Sur la Côte d'Ivoire, en Afrique subsaharienne, parce qu'il y a des pratiques qu'on a. Oui. Et une des causes qu'on voit à nos consultations, ce sont les infections. Les infections de la trompe, qui constituent une des premières causes. Et comme on dit, ces infections vont aller boucher les trompes bouchées, comme les femmes ont l'habitude, comme on a l'habitude de le dire. Et donc ça, c'est une des premières causes. Et également, il y a le fibrome utérin. Tu as une part de responsabilité. Je dis bien une part de responsabilité parce que fibrome ne veut pas dire infertilité. Oui. En fonction de la localisation du fibrome, en fonction de sa taille, d'autres situations, ça peut créer des facteurs d'infertilité. Donc, généralement, dans notre contexte-là, il y a l'infection et il y a les tumeurs de l'utérus, notamment le fibrome utérin, qui est fréquent. Mais c'est quoi comme type d'infection? Est-ce que, par exemple, ce sont des infections urinaires qui sont maltraitées? Alors là, il y a, tout à l'heure, dans le film que vous avez passé, il y a une dame qui l'a dit, hein, on prend une grossesse et puis on fait passer la grossesse, c'est-à-dire on fait un avortement. Oui. Quand c'est mal fait, ça peut entraîner une infection. Maintenant, il y a les infections sexuellement transmissibles aussi qui peuvent être responsables d'infertilité parce que ça va entraîner des inflammations au niveau de la trompe et boucher ces trompes-là. Mais les infections, de manière générale, une femme qui a une infection de la trompe, comment elle peut savoir même qu'elle a une infection? Parce que bon, quand on parle d'infection urinaire, là, on sent qu'on a des douleurs quand on veut faire pipi, etc. Mais une femme qui a une infection de la trompe, comment elle peut savoir qu'elle est infectée? L'infection, la première manifestation, c'est la douleur aussi. Hein. Okay. Elle a mal au bas-ventre. Et généralement, l'infection, on parle d'infection haute parce que les trompes sont en haut. Ça commence généralement par une infection basse. Je pense qu'une fois, on a parlé d'infection génitale ici. Oui. Donc, c'est le choré, ces pertes vaginales qui sont malodorantes, purulentes. Si ce n'est pas bien traité, ça peut attaquer l'appareil qui est haut situé, donc les trompes, et entraîner des problèmes d'infertilité après. Professeur, est-ce que le fait de commencer tôt les relations sexuelles peuvent favoriser l'infertilité? Une jeune fille qui, par exemple, commence à avoir des relations à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, des jeunes adolescentes, est-ce que ça peut favoriser? Oui, ça peut favoriser l'infertilité, ce d'autant plus que souvent ces relations se font sans protection. Et cela favorise les infections, comme le dit le professeur Guier. Et donc, c'est là à l'origine d'infertilité. Oui. Très souvent. Et chez l'homme, si chez les femmes, c'est les infections, chez l'homme, c'est quoi? Des fois, on dit qu'il a le sperme qui est liquide.
ou c'est pas beaucoup? C'est quoi exactement pour les hommes? Mais il a dit tout à l'heure, les causes sont réparties 30%, 30%. Et là aussi, il y a les infections. OK. Les infections de l'arbre urinaire chez l'homme peuvent être responsables d'infertilité. Donc, il y a les infections et puis il y a d'autres pathologies un peu plus complexes, hormonales, ou bien la chirurgie sur l'appareil génital. Mais généralement, ce sont des infections. Une érythrite, par exemple, je dis gonococcique, ou bien un autre type d'infection peut entraîner des lésions à bas bruit qui vont entraîner une infertilité liée à une anomalie du sperme. Et est-ce que chez les hommes, on va déclarer aussi l'infertilité à la fin d'un processus ou alors il y a tout de suite un protocole qui peut être adapté pour remédier à ça? Alors, infertilité à la fin d'un processus. L'homme, si on voit, par exemple, on fait un examen, on va dire qu'il y a une infertilité liée, par exemple, à une anomalie du sperme. Et on va voir comment traiter ce sperme-là. D'accord. Cette anomalie, si c'est une infection, on traite l'infection, puisque le sperme se renouvelle régulièrement. Si ça se renouvelle, que tout va bien, bon, ça va aller. Mais s'il a des pathologies ou bien s'il y a une anomalie qu'on ne peut plus traiter, vous allez voir que dans la prise en charge, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, on parlera parfois de don de sperme. Parce que chez lui, on ne peut plus utiliser ce sperme-là qui est complètement malade. Et c'est d'autant plus que souvent les hommes vont à l'hôpital très tard. Oui. Et toujours, c'est la femme. Bon, nous sommes des gynécologues, nous voyons beaucoup les femmes, mais les hommes viennent à l'hôpital très tardivement et au moment où il n'y a plus pratiquement de spermatozoïdes dans le sperme. Wow. Et là, le problème des hommes aussi, c'est que ils confondent la capacité à avoir des rapports sexuels et la capacité à procréer. Ce qui fait que il ne vient jamais, il dit donc on s'occupe de la femme d'abord. Et il y a aussi un problème sociétal. Savoir que l'homme, c'est lui qui a la position privilégiée, celui qui a le pouvoir, et donc il ne peut pas perdre ce pouvoir-là à travers un affaiblissement au niveau de la fertilité. Si on dit que c'est l'homme qui est à l'origine de l'infertilité du couple, c'est un tollé. Ouais. Et donc, même quand c'est le cas dans le couple, c'est caché. Donc, souvent, la femme endosse toutes les responsabilités. Mais est-ce qu'il y a des examens à faire avant d'entreprendre la démarche de concevoir? Est-ce que l'homme et la femme doivent se prêter à un certain type d'examen pour savoir s'il y a compatibilité, si effectivement il y a des spermatozoïdes dans le sperme, si la femme, tout va bien chez elle, ses trompes et tout ça? Oui, il y a le bilan préconceptionnel, prénuptial, où on peut faire certains examens. Mais la limite de ces bilans-là, c'est que les gens s'aiment. Donc, l'amour peut couvrir beaucoup de choses. Alors, c'est vrai qu'on parle d'un problème d'infertilité au niveau de l'homme. Et vous avez dit quelque chose qui est très intéressant. L'homme ne sait pas forcément qu'il a un problème. Tout à fait. À partir du moment... Moi, j'ai une dame, d'ailleurs, professeur Dibi, docteur Dibi, qui devait être là, qui n'a pas pu, avait évoqué ce fait-là que souvent, comme examen, on suggère que la femme ait un rapport sexuel avec l'homme, puisque l'homme ne peut pas se déplacer, d'avoir un rapport sexuel avec lui et de faire des examens. Est-ce qu'en général, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi de votre côté pour pouvoir savoir un peu si l'homme aussi a des difficultés C'est un indice important, mais de moins en moins pratiqué. Lorsqu'on le fait, cela permet d'avoir une idée de la fertilité de l'homme à travers les spermatozoïdes que nous allons détecter au niveau de la glaire cervicale, c'est-à-dire le liquide qui est sécrété au niveau du col de l'utérus au milieu du cycle. Si cette glaire est de bonne qualité, si les spermatozoïdes peuvent traverser cette glaire-là facilement et toutes ces choses-là, donc on va avoir une idée du décompte des spermatozoïdes. Une fois qu'on a une anomalie, il est bien de faire un vrai spermogramme afin de pouvoir traiter convenablement l'homme. Alors, on dit souvent aussi que... on ne dit pas souvent. Il arrive même que la femme ait tout le temps ses règles. Elle a ses règles chaque mois. C'est pas comme si elle ne voit pas ses règles. Elle a ses règles. Elle essaye de concevoir. Vous allez expliquer d'ailleurs la meilleure période pour concevoir, mais on sait que c'est toujours à partir du 10e, c'est ça? Dites-nous si je me trompe, du 10e jour après la venue des règles. Donc, pendant une semaine, la femme est féconde. Donc, elle essaye, mais malheureusement, elle n'y arrive pas. Et chaque fois, chaque mois, au point même où ça crée des problèmes de famille, des problèmes de foyer, on chasse même des femmes, etc.
Pourquoi est-ce qu'en général, à part le côté masculin et le côté, on va dire, d'infection, la femme, elle n'a rien, hein, mais elle essaye, ça ne marche pas. Pourquoi? Alors, quand vous dites qu'elle n'a rien, je préfère le terme comme nous. Elle a apparemment rien. C'est mieux dit. Apparemment, elle n'a rien. Apparemment. Parce que si elle n'avait rien, effectivement, elle allait avoir une grossesse. Vous comprenez? Le fait d'avoir les règles régulièrement ne veut pas dire qu'on n'a pas d'autres problèmes. Les règles, c'est quand il n'y a pas eu de grossesse. Si vous avez des trompes qui sont bouchées, vous avez vos règles normalement. Oui. OK. Si vous avez une anomalie de l'utérus avec peut-être quelque chose ou bien une séquelle d'un avortement avec une cicatrice dedans, vous allez avoir les règles, même si quelquefois la quantité est diminuée. Mais les règles viennent normalement, mais il y a d'autres problèmes. Donc, il faut vraiment Voilà, fouiller pour il faut savoir. fouiller pour voir pourquoi cette femme qui est bien réglée n'a pas de grossesse. Et c'est là que, quand on fouille chez elle, quand tout est normal, on fouille parallèlement chez l'homme. Mais quand on fouille, si elle est réglée et qu'elle n'arrive pas à contracter de grossesse, ça peut être quoi? Je vous dis, ça peut être parce que les trompes sont bouchées. Parce que les règles, c'est différent des trompes. Les règles, c'est quand vous ovulez. Oui. Vous ovulez. Et On a une image du système reproducteur de féminin, si on peut la mettre pour qu'on l'explique bien, qu'on comprenne. Voilà, exactement. L'appareil reproducteur, oui. Vous avez l'ovaire qui est juste, oui, l'ovaire. Oui, il y a le petit tube blanc, un peu comme coton, là. Et tout ce qui est grand, c'est l'utérus. Oui. Et quand la femme ovule, il y a une sécrétion hormonale qui se fait au cours du cycle menstruel. Il y a une sécrétion hormonale. Et cette sécrétion hormonale va venir agir sur l'utérus, sur l'endomètre, la partie qui est à l'intérieur, un peu plus rouge là-bas. Oui, il y a le triangle là. Voilà, ça. La partie où il y a le triangle. Donc ça, c'est l'utérus. Et donc, quand il y a ovulation, le spermatozoïde va quitter par en bas pour monter et normalement croiser l'ovule dans la trompe. D'accord. À l'extrémité de la trompe. Voilà, à l'extrémité de la trompe. S'il n'y a pas de fécondation, le processus va continuer. L'endomètre qui était préparé pour recevoir l'œuf, oui. Puisqu'il n'y a pas d'œuf, cet endomètre-là va se dégrader et ça va donner les règles. D'accord. Mais quand l'œuf est fécondé au niveau de la trompe, que l'œuf vient se nider, c'est-à-dire se placer dans l'utérus, bien placé, les règles ne vont plus venir et donc on parlera de grossesse. OK. Donc c'est différent, avoir ces règles, c'est possible. Mais si vous avez un autre problème, parce que si vous avez un autre problème au niveau de l'utérus, un autre problème au niveau des trompes, les règles ne vont pas venir. Oui, mais donc, quand les trompes sont bouchées, le sperme ne peut pas atteindre l'œuf, c'est ça? Quand les trompes sont bouchées, exactement, le spermatozoïde ne peut pas atteindre l'œuf. OK. Donc, il n'aura pas de fécondation. On continue à parler d'infertilité juste après la pub. De retour dans Les Femmes d'ici, on parle d'infertilité avec le professeur Guy Privat et le professeur Kwame Arthur. Alors, tout à l'heure, avant de partir à la pub, on avait une image, si on peut la remettre d'ailleurs, où on expliquait que le spermatozoïde n'arrivait pas à la trompe et cela peut forcément créer des règles ou... Voilà. Est-ce que, professeur, vous voulez ajouter quelque chose? Quand on prend, par exemple, depuis le vagin, ici, on a un phénomène ivoirien actuellement pour rétrécir le vagin. Ça crée des adhérences dans le vagin et ça bouche le vagin. Et donc, le sperme ne pourra pas aussi traverser. Ah bon, donc les histoires de, comme on dit, serrer le vagin avec les ovules, les médicaments, là. Et toutes ces choses-là. Non, mais ça a deux objectifs. Ensuite, on va arriver au niveau de l'utérus, la partie triangulaire, là, qui est divisée en deux. Il y a une partie basse et puis il y a une partie haute. La partie basse, une infection à ce niveau-là va entraîner une difficulté des spermatozoïdes de traverser là. D'accord. Et donc, très souvent, quand il y a une infection ou bien il y a un problème à ce niveau, on fait parfois dans les solutions une insémination, ça veut dire on prend le sperme et puis on court-circuite cette partie-là qui est très importante et dont le franchissement est parfois difficile. Alors, lorsqu'on arrive maintenant dans l'utérus, tout ce qui va constituer les problèmes de fibrome à l'intérieur de l'utérus qui font saigner vont empêcher la femme de tomber enceinte. Lorsqu'on avance, même dans l'utérus, il y a un phénomène très important qui peut aller jusqu'à 20%, entraîner des infertilités,
c'est l'endométriose. Oui, c'est-à-dire que l'endomètre, c'est la partie interne de la cavité de l'utérus, partie triangulaire. Là. Donc, cette partie super interne-là peut se retrouver de façon anormale dans l'épaisseur du muscle. Donc, là, on appelle ça une adénomyose. Et donc, fait que la femme a mal très souvent pendant les règles, avant les règles, pendant les règles et après les règles. Et fait que la femme n'arrive pas à tomber enceinte. Lorsqu'on avance encore, les trompes peuvent se boucher, tant par une infection, même aussi par l'endométriose, qui peut boucher aussi ces trompes-là. Et on arrive maintenant au niveau des ovaires, qui peuvent avoir des maladies des ovaires, des tumeurs des ovaires, des kystes ovariens, des anomalies des ovaires, et puis on peut ne pas avoir une grossesse. Alors, est-ce que le SOPK peut causer l'infertilité? SOPK, c'est quoi? Le syndrome des ovaires polykystiques. Ah, mais oui, vous êtes vraiment informé. Oui. En tout cas. Le SOPK peut être à l'origine d'infertilité, effectivement, parce qu'il y a une irrégularité des règles. La femme n'ovule pas régulièrement, ce qui fait que ces femmes-là peuvent être infertiles. Et cela s'aggrave au fil du temps. Plus le temps passe, plus ça s'aggrave. Et même si tout ce que nous avons vu là est normal, il y a aussi la régulation haute, c'est-à-dire hormonale à partir du cerveau, de l'hypophyse, qui va sécréter des hormones. Qui vont venir même contrecaler. Qui règlent le fonctionnement des ovaires. Donc. Et toutes ces choses-là qui peuvent être à l'origine d'infertilité. Wow. Et donc, c'est de façon holistique qu'on doit prendre en charge ces femmes-là. Ne pas négliger un seul côté. D'accord. Donc, le stress, vous nous dites que le stress est aussi un facteur d'infertilité. Si une femme est tout le temps stressée, ou que... Parce que j'en parlais aussi avec une amie qui disait qu'il y a une de ses cousines qui a eu un problème d'infertilité et on lui a recommandé d'adopter un enfant. On lui a dit, bon, elle a tout essayé. Et dès qu'elle a eu l'enfant, dès qu'elle a adopté le bébé, 2 mois plus tard, elle est tombée enceinte de son enfant. Donc, ça fait qu'elle se retrouve même pratiquement avec des jumeaux. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a un facteur qui peut, psychologique qui peut favoriser l'infertilité? Oui, bien sûr. Il a dit, l'homme, grand H, est très complexe. Tout part de la tête. Donc, si on a un stress, on a une perturbation dans la sécrétion hormonale. D'accord. Déjà, même le fait de ne pas dormir, d'être fatigué, ça peut perturber. Et donc, la sécrétion des hormones à partir de l'ovaire est commandée par la tête, au niveau de la tête. Donc, toute perturbation, un stress. Il nous arrive quelquefois de dire à des patientes, au couple, voyagez, libérez-vous. C'est parce qu'on sait qu'il y a un stress. Donc, on dit libérez-vous, c'est ça, laissez passer le stress. Et quelquefois, l'ovulation reprend normalement et puis il y a une grossesse. D'accord. Ça, généralement, on a fouillé, on n'a rien vu de spécial et puis on pense que le stress peut avoir... Voilà, ça peut être le stress. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué le fibrome. C'est vraiment très, très répandu aujourd'hui. Ici, en Côte d'Ivoire, en tout cas, je connais plein de personnes qui n'arrivent pas à concevoir ou même qui sont juste allées en consultation pour voir si tout allait bien. On a découvert qu'elles avaient des fibromes. Il y en a qui ont opéré, on en a sorti 17. Enfin, c'est extrêmement répandu. On a d'ailleurs une image qu'on va mettre. C'est quoi la cause des fibromes? C'est quoi même le fibrome? Comment on contracte ça? Pourquoi c'est autant répandu? D'accord. Alors, peut-être que l'image va arriver. Déjà, le fibrome... Alors là, je ne sais pas si c'est ce que le professeur... Ce sont les images que le professeur m'a envoyées. Professeur, est-ce que vous confirmez que c'est un fibrome que vous avez opéré? Oui. Mais c'est énorme! On peut avoir ça dans le ventre? J'avoue que c'était la tête d'un bébé. Moi, j'ai cru que c'était la tête d'un enfant. Ça encore, ça va. Non, ça, c'est un fibrome. Il y a plus énorme que ça. Ça, c'est un fibrome aussi? Oui. Ça, c'est un fibrome. Oui. D'accord. Comment ça se fait? Comment on peut avoir ce genre de choses dans le ventre et puis on ne sait pas? Parce que souvent, docteur, vous me direz, il y a des femmes qui ont ça mais qui n'ont pas mal. Oui. Comment ça se fait? Alors, ça dépend. Il y a des fibromes qu'on appelle muets. C'est-à-dire qu'ils sont muets jusqu'à un certain moment. Alors, c'est quoi le fibrome? Le fibrome, c'est une tumeur bénigne. On dit bénigne, maligne, ça veut dire cancer, mais ce n'est pas un cancer. C'est une tumeur qui se développe donc au niveau de l'utérus, du muscle de l'utérus. Et cette tumeur-là peut être petite, peut grossir progressivement. Il y en a où ça n'évolue pas vite. Elle peut se localiser à différents endroits. Il y en a, ils ont un seul fibrome, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, vous avez dit. Quelquefois, hier, j'ai opéré une, on a enlevé 40. 40? 40. Mais
C'est dû à quoi? Mais comment physiquement on se sent? Est-ce qu'on a l'impression qu'on est enceinte ou c'est comment? Oui, ça dépend. Il y a des fibromes qui font des grossesses de 9 mois. Donc, quand on voit, et bon, pour rire un peu, c'est cette dame qu'on voit dans le village ou bien quelque part, on dit elle est enceinte, mais elle n'accouche jamais. Parce que son ventre grossit, ça grossit, ça grossit. Ah, elle est enceinte. Et puis, mais depuis là, tu n'accouches pas, ça fait 9 mois. C'est un fibrome qui est énorme. Oui. Mais il y a des petits fibromes qui sont tout petits, mais qui sont beaucoup plus agressifs aussi. Et généralement, chez ces femmes qui ont de gros fibromes, là, c'est parce qu'elles ne saignent pas beaucoup, ça ne se manifeste pas trop, sauf par le ventre qui grossit un peu, qu'elles restent à la maison. Ah, Donc, mais professeur, il y a beaucoup de manifestations. comment expliquer le fibrome? Ça vient de quoi? C'est dû à quoi? Le Franchement, fibrome, on a besoin de comprendre. Non, il faut le savoir. fibrome ou le myome, c'est le même nom. D'accord. En médecine, on l'appelle le léomyofibrome. Donc, on court-circuite, mais les femmes, elles disent, quand c'est petit, c'est myome, quand c'est gros, c'est fibrome. Ouais. Donc, quand elle vient, elle dit, non, moi, on m'a dit que j'ai un myome, mais ce n'est pas fibrome encore. Donc, on sourit là-dessus. Et donc, le fibrome, c'est une tumeur du muscle de l'utérus, parce que l'utérus, sa majorité, est constitué de muscles. Donc, c'est une anomalie du muscle qui va faire comme une boule dans le muscle et qui va grossir. Et donc, ce fibrome-là est plus fréquent dans la race noire. D'accord. Voilà. Bizarrement. Jusqu'à 60% on souffre. des femmes noires ont des fibromes. Et donc, mais chez la race blanche, c'est jusqu'à 20% par là. D'accord. Maintenant, il n'y a pas de cause, on n'a pas retrouvé de cause comme ça. Mais ce qu'on sait, c'est que les hormones qui gèrent le cycle menstruel de la femme nourrissent le fibrome. Ce qui fait qu'à la ménopause, quand ces hormones-là s'arrêtent, le fibrome ne grandit plus. Ah. Voilà. Mais on ne sait pas ce qui fait que ça vient, ce qui fait que ça choisit Akishi et que ça laisse Fanta. On ne sait pas. Mais j'ai envie de demander, du coup, est-ce que c'est pas un peu lié à notre mode de vie, notre façon de nous alimenter et tout ça? Est-ce que c'est pas, il n'y a pas une corrélation avec, avec Je pense que ce sont des pistes de recherche. Nous sommes des chercheurs, donc avec les sociologues et toutes ces choses, je pense que nous allons faire des travaux dans ce sens pour pouvoir préciser. Maintenant, au niveau de ces fibromes-là, le problème, c'est qu'on n'a pas un traitement médical qui permet d'arrêter la croissance de ces fibromes. Ce qui veut dire que si vous enlevez un fibrome aujourd'hui, ça peut revenir encore. Oui, c'est pas forcément que ça peut revenir, mais le fibrome, d'où ça vient, on n'a pas traité la cause. Oui. Donc ça continue de pousser. On enlève seulement les plus gros visibles, puisque ça commence de façon microscopique avant d'arriver à ce stade-là. Oui. Et donc c'est l'une des causes. Mais moi, ce que je vois, à mon humble avis, dans mon appréciation, c'est que de plus en plus, les femmes tombent enceintes un peu plus tard. Oui. Donc, les fibromes ont le temps de se développer. Et donc, c'est après avoir fini ses diplômes que maintenant on cherche. En ce moment-là, il y a deux choses qui luttent contre les femmes actuellement. Oui. L'endométriose et puis les fibromes. Et qui, à partir de 25 ans par là, commencent à se mettre en place. Et on voit que ces femmes-là ont beaucoup plus de c'est quoi l'âge idéal pour procréer? L'âge idéal pour faire un enfant. Alors, l'âge idéal pour faire un enfant, déjà, on sait qu'à partir de 35 ans, la fertilité baisse. Oui. Et quand vous êtes... Ça, c'est complètement normal, c'est pas... Ça, c'est physiologique. D'accord. C'est normal. Donc, si vous savez que ça baisse à partir de 35 ans et que, donc, aller en dessous de 35 ans, maintenant, ce n'est pas parce que l'idéal, c'est de faire un enfant à 20 ans que vous allez faire un enfant alors que vous n'êtes pas prêt à élever cet enfant. Oui, donc, à vous de gérer, voilà, planifier et savoir que, bon, à 25 ans, 35 ans ou 30 ans, je peux faire mon enfant. D'accord. Il ne faut pas qu'on dise ici, absolument, il faut faire des enfants à 25 ans. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. D'accord. Mais la fertilité baisse quand même puisqu'on vieillit. Donc, les cellules vieillissent, l'ovaire va vieillir. À partir de 35 ans, ça devient difficile. Il y a des femmes qui ont des enfants à 40 ans. Oui. Bon, Tout à fait. c'est vrai que le risque de malformation arrive là. Oui. Mais si vous pouvez, faites vos enfants un peu plus tôt. Et ici, il faut ajouter un rôle très important de la cigarette. Justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. L'alcool, la Le mode de cigarette, vie et toute la cigarette, tout ça. la toxicomanie, Oui. qui agissent aussi et qui font baisser la capacité à procréer, hein, qui font diminuer la réserve ovarienne et toutes ces choses-là. Donc, le mode de vie, Le mode de vie, maintenant... est très, très important ici. Moi, je voulais vous demander aussi, on avait parlé d'hormones tout à l'heure, mais il y a beaucoup de femmes qui prennent des contraceptifs.
il y a la contraception normale où la femme, elle prend sa pilule au quotidien. Est-ce que ça favorise aussi, à un moment donné, à la longue, je dirais, l'infertilité? Et puis, il y a ces femmes aussi qui prennent des pilules d'urgence, les pilules du lendemain. Chaque mois, quand elles finissent un rapport, elles savent qu'elles ont fait, donc elles prennent la pilule du lendemain. Est-ce que je te dis, non, chaque mois, je te peux même chaque 2 semaines. Est-ce que ça contribue aussi à réduire les chances de contracter un enfant? Ce qui a été étudié, la contraception n'empêche pas d'avoir une grossesse. Quand on arrête sa contraception... La contraception normale? La contraception normale. On viendra sur l'autre type de contraception. Quand on arrête la contraception, il peut y avoir peut-être un retard de 1 ou 2 mois, mais généralement, tout reprend. Il y a des femmes qui ont arrêté net le mois suivant, elles ont leur grossesse. Tout à fait. Donc, il ne faut pas qu'on dise que parce que je prends la pilule, donc je vais pas faire des enfants. Ça, c'est faux. D'accord. Au contraire, la pilule, moi, je pense, permet d'avoir d'enfants parce que ça permet d'éviter les grossesses non désirées et de faire des avortements qui vont vous empêcher de faire des grossesses après. Donc, c'est mieux de se protéger en prenant une bonne méthode contraceptive et quand vous voulez, vous arrêtez. Pour le moment, les études n'ont pas montré que prendre une contraception entraîne une infertilité. Ça, c'est faux. Et la pilule Maintenant, la pilule du lendemain. La pilule du lendemain, bon, il y en a qui ont dit pilule du lendemain, mais il y en a qui sont tout le temps dans le lendemain, le lendemain, le lendemain. Ça, il faut éviter ça. Quand vous êtes sûr de ne pas maîtriser votre cycle, il vaut mieux se mettre sur une pilule normale. Pourquoi? Parce que la pilule du lendemain, ça peut échouer. Le taux d'échec est plus grand. Donc, moi, en consultation, je dis, madame, un accident vous arrive une fois, mais sachez conduire quand même, l'accident ne va pas arriver tout le temps pour dire je suis dans la pilule du lendemain. Quand vous devez être dans la pilule du lendemain, tous les jours, il vaut mieux prendre une méthode contraceptive. C'est ça. Donc, ça peut vous donner, ça peut ne pas marcher. Vous pouvez aller à la grossesse. Et puis, il y a quelques risques, par exemple, de grossesse extra-utérine, c'est-à-dire de GU, qu'on voit avec la pilule du lendemain. C'est marqué dans la notice. Ah bon? Donc, c'est vraiment quand c'est difficile qu'on prend ça. Mais il ne faut pas que ça soit une habitude. D'accord. Oui, non, j'ai fait un travail sur les pilules du lendemain, un travail là-dessus, un fouillé. Et de plus en plus, effectivement, c'est devenu la méthode contraceptive. Oui. De favorite de toutes les jeunes filles. De toutes les jeunes filles qui vont directement à la pharmacie, utilisent les pilules du lendemain. C'est vendu sans ordonnance. C'est vendu sans ordonnance et toutes ces choses-là. Et comme le professeur Guy l'a souligné, s'entraînent parfois des grossesses extra-utérines qui vont contribuer aussi à l'infertilité. Vous voyez. Et donc, vous enlevez peut-être la trompe après. Très souvent, ces femmes vont prendre la pilule du lendemain un peu plus tardivement parce que dans la pilule du lendemain, on est couvert presque à 100% dans les 12 premières heures. C'est-à-dire, on dit vraiment le lendemain. Mais là, on va attendre le surlendemain. Le surlendemain. Puisque on va même jusqu'à 3 jours, 72 heures. Il y en a qui vont jusqu'à 5 jours même. Voilà. En plus, on s'éloigne, on va à 2 jours, 3 jours, moins c'est efficace. Et plus, on peut avoir une grossesse extra-utérine. OK. Voilà. Mais est-ce que ça peut favoriser aussi des cancers? Parce que je crois qu'on a quelques images que vous avez envoyées, professeur. Il paraît que c'est justement toutes ces histoires de pilules, c'est la rumeur qui court que ce sont des perturbateurs endocriniens qui favorisent l'apparition de cancer de l'utérus. C'est vrai, à votre avis? Non, moi je pense tout médicament qui est prescrit et étudié sur le long terme. Les perturbateurs endocriniens, on en trouve plein sur le marché. Les pesticides qu'on utilise, ce n'est pas la pilule qui va être un perturbateur endocrinien qui va entraîner un cancer. C'est vrai que quelquefois, on dit... Il y a des études qui ont été faites, cancer du sein, il y en a qui disent ça protège, il y en a qui disent ça peut, parce qu'avec les hormones, ça peut entraîner. Mais généralement, quand vous êtes sous contraception, vous voyez votre médecin régulièrement, donc il fait beaucoup, il y a une surveillance qui fait qu'on peut dépister des choses. Et donc, comme ça, on pense que c'est la pilule. Vraiment, je ne peux pas vous dire ici que ça donne le cancer. Ça peut augmenter le risque, c'est possible. C'est mis dans les documents et voilà pourquoi il faut être suivi par un médecin. Maintenant, concernant les perturbateurs endocriniens, les pilules, ce sont des hormones. Ce ne sont pas des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, ce sont des substances qui ne sont pas des hormones, mais qui viennent se fixer sur le site des hormones, donc perturbent le bon fonctionnement des hormones. C'est ça les perturbateurs endocriniens. Et qui sont à l'origine des infertilités masculines et tout ça, les pesticides et toutes ces choses-là.
Donc, il faut faire la différence. Alors, on va parler solutions tout de suite après la pub. De retour dans la dernière partie des femmes d'ici, on va parler maintenant solutions sur le sujet d'aujourd'hui. On parle infertilité et on est toujours avec le professeur Guy Privat et le professeur Arthur Kwame qu'on applaudit très fort. Merci encore d'être là. Là maintenant, je pense que toutes les femmes sont concentrées parce que toutes celles qui veulent avoir des enfants veulent savoir comment réussir à faire malgré toutes les tentatives. On a parlé de traitements médicaments traditionnels. Est-ce que je sais que vous êtes médecin, mais est-ce que vous êtes d'accord avec les femmes qui parlent de traitements indigénats, les trucs de quoi soigner coco, tout ça là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, quelque part? Bon, mais si je prends le médicament traditionnel, vous voyez, le problème, moi, ce qui me gêne quand on parle de médicaments traditionnels, les femmes qui viennent, qui disent qu'elles prennent le médicament traditionnel, il faut d'abord trouver l'étiologie, la cause de l'infertilité. Oui. Si vous n'avez pas trouvé la cause, je ne sais pas comment vous pouvez, ou bien le médicament soigne tout, quoi. Ah, il y a des plantes, elles disent que c'est efficace. Ça passe tout. Tes trompes sont bouchées, ça soigne. Tes ovaires ne fonctionnent pas, ça soigne. Tu as une synéchie, c'est-à-dire tes parois utérines sont collées, ça soigne. Non. Donc, il faut voir en fonction de l'étiologie. Et puis, on peut donner des médicaments. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que comportent, les feuilles contiennent. On ne sait pas, oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est... Vous êtes d'accord? Oui, je partage largement l'avis du professeur Guillet. Parce que avant de traiter, il faut chercher la cause. Or, nous, directement, on va au traitement. Oui. Et on court-circuite la recherche de la cause. D'accord. Alors que j'ai eu une expérience avec, en son temps, l'un des responsables de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire. Il y avait un couple infertile. Le mari était azosperme. La femme avait... Azosperme, c'est... Une azospermie, une absence de sperme. Une absence de spermatozoïdes okay. Dans le sperme. Donc, il n'y avait pas de spermatozoïdes dans le sperme. Et la femme avait des fibromes, elle saignait énormément. Donc, les deux ont un problème. Oui, et elle avait des taux d'hémoglobine avec une anémie sévère, à 5 grammes. On la transfusait régulièrement, chaque mois, et tout ça. Et la femme n'avait pas les moyens. Elle s'est tournée vers une confession un groupe de confessions religieuses qui lui ont procuré les moyens pour se faire opérer. Donc, elle s'était déjà fait opérer déjà, mais les fibromes sont revenus. Elle avait environ 50 ans. Mais elle continuait de saigner. Le mari n'avait pas de spermatozoïdes. C'était difficile. Que faire? Il fallait faire une hystérectomie, c'est-à-dire il fallait enlever l'utérus tellement le fibrome ressemblait à une grossesse à terme, Et donc, l'utérus était totalement abîmé. Sa vie était menacée. Elle saignait. Et c'était dans la période où, très souvent, il n'y avait pas de sang. Il fallait, avec l'insécurité, pour avoir le sang, c'était vraiment difficile. En ce temps-là, en Côte d'Ivoire. Et donc, on devait l'opérer. Donc, le responsable des tradipraticiens a dit que lui, il peut soigner le fibrome. Et aussi, il peut soigner l'azospermie. C'est-à-dire l'absence de spermatozoïdes dans le sperme. Il a dit, il n'y a pas de problème. Moi, je vous laisse le temps. Parce qu'actuellement, on avait bloqué les règles. La femme, le sang s'était arrêté. Et donc, elle était en train de remonter la pente le temps qu'on l'opère. Il a dit, bon, le temps qu'elle remonte la pente, soigner son fibrome, mais aussi son mari. Mais dans 6 mois, si je n'ai pas de solution, je serai obligé d'opérer. Parce que si les religieux récupèrent leur argent et que la femme se remet à saigner et qu'elle n'a plus les moyens, je ne peux pas répondre de sa vie. Oui, c'est ça. Et voilà. Après 6 mois, on a refait les contrôles. C'était le statu quo. Bon. Écoutez, là maintenant...
Est-ce que l'une des solutions aussi, par exemple, pour une femme qui a peut-être 30 ans ou qui a passé la trentaine, qui n'est pas forcément prête, c'est de congeler ses ovules? C'est ce qu'on dit souvent, de les congeler. Et puis quand elle sera prête, on pourra faire une insémination. Oui, cette possibilité Avant est ça, même possible Didier, moi je veux surtout qu'on attire l'attention des spectateurs, savoir quels sont d'abord... Qu'est-ce qu'il faut faire quand on n'arrive pas à avoir d'enfants? Est-ce qu'il faut d'abord aller à l'hôpital? Quels sont les examens qu'il faut faire avant même qu'on parle des différentes solutions, insémination, fécondation, etc.? Quels sont les examens qu'une femme peut faire et qu'un homme peut faire? Mais quand une femme n'a pas d'enfant, enfin, quand dans un couple, prenons le couple, pas à avoir d'enfants, oui. Parce que le couple, il faut le couple. On parle du couple, hein, voilà, oui. le couple. Quand il n'y a pas d'enfants, ils sont ensemble depuis 1 an. Oui. Ils ont des rapports réguliers, 3 rapports par semaine au moins, si Oui. on peut dire ça. Il n'y a pas d'enfants, ils vont à l'hôpital. Au bout de combien de temps? Au bout d'un an? 1 an. Il y a des gens qui se sont vus il y a 2 mois, ils viennent nous voir pour dire qu'ils n'ont pas d'enfants. On dit, mais attendez un peu quand même. Quand même, oui. Donc, quand ils sont maintenant sur place, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand ils sont sur place, ils viennent à l'hôpital et interroger le couple est très important. Ça permet de vous orienter. Et à partir de là, on demande les examens de façon par étapes. D'accord. On ne demande pas tout en même temps. Mais quels sont les premiers Nous, par types? exemple, on dit qu'il y a des examens le premier examen. Oui, C'est-à-dire, on regarde où il y a les étiologies les plus fréquentes. Oui. Par exemple, les trompes qui sont bouchées. Oui. Donc, à cette dame, si son cycle est régulier, on va lui demander une radio qui permet de voir la cavité utérine et les trompes. Radio, échographie, tout ça. Radio, échographie, on regarde après l'interrogatoire, on va voir si les trompes sont perméables, c'est-à-dire si ce n'est pas bouché. On finit ça déjà chez elle, si son cycle est régulier, et en fonction de l'âge qu'elle a, Oui. on va dire, bon, on va voir si les ovaires fonctionnent bien. Généralement, c'est ce qu'on demande dans un premier temps. Et chez le mari, on va demander l'examen du sperme, le spermogramme. D'accord. Maintenant, s'il y a des anomalies, on va pousser encore les examens. D'accord. Ça, ce sont les examens de base, comme on dit. Et quelles sont les autres anomalies, quels sont les autres examens qu'on peut avoir? Alors, on peut aller plus... Est-ce que, pardon, avant je ne vous coupe pas, mais est-ce que, comme le professeur a dit tout à l'heure, j'ai parlé du professeur Dibi, est-ce que la femme, parce que souvent, comme on dit, l'homme, là, il veut pas forcément avouer. Donc, est-ce que la femme, elle peut avoir un rapport avec son mari la veille? Et puis, comme on dit souvent, là, il ne faut pas qu'elle se rince et tout. Elle vient le lendemain à l'hôpital et puis on prend un truc pour On dit c'est de moins en moins. analyser. Il a dit, Ça se fait, hein? Ouais, Oui. on appelait ça le test post-coïtal. Oui, C'est-à-dire, c'est ça. après les rapports, on va faire. Mais quand vous allez aller faire que le test n'est pas bon, on va dire, il faut que ton mari fasse pour qu'on puisse voir exactement si c'est le sperme qui n'est pas bon. Donc, on retourne à la case de départ. C'est ça. Donc, quelquefois, moi, ce que je dis à mes patients, je dis, bon, il faut négocier avec ton mari. Il n'a qu'à venir, on va lui expliquer. On a besoin de négocier en vrai. Mais venez, vous n'arrivez pas à procréer, c'est les deux. Oui, c'est pas une personne. mais nous, on ne les voit pas. Quelquefois, il arrive même de prendre le téléphone. La dame vous dit, pardon, il faut appeler mon mari. On l'appelle, non, monsieur, venez, c'est important, c'est pour vous deux. Il y en a qui comprennent, qui viennent. Il y a d'autres qui ne viennent pas. Il va te dire, j'ai déjà eu un enfant. C'est vrai. Et puis, c'est fini. Peut-être, mais c'est pas pour toi. Il y a aussi Je lui un autre demande problème. ton enfant à quel âge. Il dit 10 ans. Je dis en 10 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Venez, on va demander quelque chose. Mais il y a aussi un problème très important, c'est que souvent même on dit c'est la femme qui connaît son enfant, qui sait le père de l'enfant. Oui. Parce qu'il y a des couples, est-ce qu'il y a des couples qui ne sont pas faits pour être ensemble? Ça dit que les deux vont essayer, ça ne va pas marcher, mais quand ils vont aller ailleurs, ils vont avoir des enfants. Ça peut arriver? Non, ça n'arrive pas. Et c'est qu'il y a un problème dans le couple. Ouais. Il y a un qui a un problème. Ouais. OK. Très souvent, on n'arrive pas à voir lequel. Et puis, quand ils se séparent, la personne qui n'a pas de problème Arrive à avoir des enfants. des enfants. D'accord. OK. Et donc, les gens viennent à l'hôpital et puis me posent le problème en disant, bon, professeur, nous sommes venus voir si nous sommes compatibles. Ouais. Ça, oui. Vous voyez. Et donc, les gens ont inventé ce terme-là. C'est très... Ouais. C'est très mignon, compatible. Mais est-ce que c'est pas parfois... Moi, je me dis, c'est peut-être lié aussi au groupe sanguin. Est-ce que ça n'influence pas? Les histoires comment on appelle la les résus, et puis les histoires de drépanocytose, tout ça, ça n'est pas lié. Non, c'est pas lié. Okay. Drépanocytose, pourquoi on fait le test? C'est de savoir si le mari a des traits drépanocytaires et puis la femme aussi. Oui. Le risque, c'est que vous ayez un enfant. Drépanocytaire. Sinon, voilà, ça n'a rien à voir. Sinon, les spermatozoïdes n'ont pas de problème. D'accord. OK, d'accord. Et qu'est-ce que vous utilisez maintenant comme méthode pour essayer, pour un couple qui n'arrive pas à avoir naturellement des enfants, quelles sont les différentes méthodes que vous mettez en place? C'est-à-dire, depuis le schéma que nous avons montré, Oui.
toute anomalie mécanique sur les voies génitales qui peuvent empêcher la rencontre entre le spermatozoïde et l'œuf doit être traitée, levée. Oui. Donc, premièrement, tout ce qui est mécanique, traitement chirurgical. Tout ce qui est infection, traitement antibiotique adapté. Oui. Dans le temps, il y a une durée d'antibiothérapie. On ne prend pas 2 comprimés, 3 comprimés. Et puis on laisse après. On laisse après, non. Oui. Il y a le temps de traitement qu'il faut, si vous voyez. Et donc, sur toute cette voie, cette filière génitale-là, on traite tout ce qui est mécanique, on traite tout ce qui est infection, et ensuite, on va gérer le problème hormonal. Par exemple, quand les ovaires fonctionnent mal, dans les ovaires micropolykystiques, SOPK. Oui. Voilà. Par exemple, il y a un problème hormonal, on va donner un traitement hormonal pour répondre à ce problème-là. Si vous voyez. D'accord. Donc, et ça peut prendre à peu près combien de temps pour traiter tout ça? Non, une même personne n'a pas tous ces maladies. Non, on commence. Et donc, on va... C'est-à-dire en fonction de l'étiologie, on donne le traitement. Voilà, Akissi va venir avec un problème vaginal, on va traiter. L'autre va venir avec un problème du col, on va le traiter. Et parfois, au tout début, ça ne coûte pas cher du tout. C'est ça, le prix aussi, ils vont parler du prix. Voilà. Parce que on parle de certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se traiter. Donc, est-ce que vous adaptez les traitements en fonction des budgets des personnes? Mais tout à fait. Une femme qui a une glaire, qui n'a pas de glaire cervicale, par exemple, un petit traitement qui coûte moins de 5 000 francs permet d'améliorer la glaire cervicale et puis les spermatozoïdes traversent rapidement et puis le mois suivant, elle est enceinte. Très bien. Wow. Vous voyez, c'est cela. C'est ça. Et la fécondation in vitro dont on parle depuis, est-ce que c'est cher et comment ça se passe? On a une image d'ailleurs de comment ça se passe. Expliquez-nous un peu déjà la fécondation. Comment ça se passe pour celles qui veulent tenter cette D'abord, je voudrais dire que la fécondation in vitro, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas quand on est au bout du rouleau qu'on va essayer. Fécondation in vitro. Il y a des indications. Même, on peut avoir 20 ans et aller directement à la fécondation in vitro. OK. Voilà, donc, il y a des indications. Et donc, je vais laisser le professeur Guy qui est venu là-bas là-dessus. Et puis... Alors, il a dit, la première indication de la fécondation in vitro, quand on est surtout jeune, c'est les trompes qui sont bouchées. D'accord. Quand les trompes sont bouchées, il faut les court-circuiter, puisque l'ovule qui a été fécondé va passer par les trompes pour venir s'installer au niveau de l'utérus. Oui. Ça n'est plus possible. Okay. C'est de là qu'est partie, au début, la fécondation in vitro. Donc, la fécondation ne pouvant plus se faire dans la trompe, on vient la faire dehors. Et on court-circuite donc ce schéma-là, cette partie, et on va venir placer maintenant l'œuf dans l'utérus. D'accord. Avec le sperme du mari. Avec le sperme du mari. Si son sperme est bon. C'est ça. Ça encore, parce que quand si vous son prenez... sperme est bon. Parce que donc, on va prendre l'ovule de la femme, on va prendre le sperme du mari, on va le mettre dans l'éprouvette. Avant, on parlait de bébé éprouvette. On met dans l'éprouvette, l'œuf se forme et on prend l'œuf, on vient le repositionner dans l'utérus de la femme. Et là aussi, il faut que son utérus soit apte à recevoir l'œuf. Donc, on ne peut pas faire une fécondation et puis la cavité utérine est gâtée et puis venir mettre. Donc, quand c'est comme ça, bon, la science évolue, on va passer, ton utérus ne peut pas recevoir, on va à la mère porteuse. Et la question de Dija tout à l'heure sur... Oui, de congeler ses ovules, justement. Oui. Oui. Ou alors, avant de faire un traitement, si c'est en bon état, on les recueille et puis... Je vous disais donc que l'une des premières causes de fécondation in vitro, c'était les trompes bouchées. Mais il y a les ovaires aussi. Quand vos ovaires ne fonctionnent pas, on va prendre l'ovule de quelqu'un, et puis féconder avec, par exemple, le sperme de votre mari. Maintenant, si vous avez une pathologie, on a parlé d'endométriose, qu'on sait qui détruit petit à petit vos ovaires, ou bien vous devez bénéficier d'une chimiothérapie, c'est-à-dire traiter un cancer qui détruit aussi l'ovaire, on va dire, bon, comme cette femme-là, il y a un risque que l'ovaire ne fonctionne plus dans les années à venir, on va prélever le tissu ovarien, les ovules, on va les garder quelque part, une banque congelée. Ça existe en Côte d'Ivoire, hein? Oh, oui, ça existe. On évolue, la Côte d'Ivoire évolue. Quand même. On va garder ça, et puis le jour qu'elle veut faire ses enfants, on sort ça de la banque, on met avec le sperme de son mari. Il y en a même quelquefois, ce sont des œufs fécondés qui sont des œufs congelés. Ah bon? C'est-à-dire l'œuf est congelé.
Et on le met fécondé, puis on le congèle. Ça veut dire que l'enfant est dedans, mais il n'est pas encore, il est glacé. Il est œuf. Comment ça? C'est ça? Mais quand il sort, il n'est plus glacé. On conserve cet embryon-là. Oui, l'embryon. L'embryon est conservé, congelé. Donc, on va transférer chez cette femme-là. Voilà, dans son utérus. Souvent, ce sont ses propres embryons. On a pris le sperme de son mari, et on a pris ses œufs, ses ovules, et ça a donné des embryons. Et donc, comme elle ne pouvait pas les porter tous, aujourd'hui, on les a mis 2. Dans 1 an ou 2, on lui met encore un autre. Ouais. Et puis, dans une autre année, on peut les garder congelés combien de temps? Que ce soit l'embryon ou l'ovule, combien de temps ça peut rester? Je pense qu'on peut garder assez longtemps quand même. Mais vous savez, parce que c'est à très basse température. Voilà, c'est pas les températures 0 degré, 5 degrés. C'est à moins. Voilà, moins 30 degrés. D'accord. On conserve ça et on peut à tout moment l'utiliser. Alors, on est à la fin de l'émission, mais rapidement, j'ai vu aussi certaines femmes se faire des piqûres dans le ventre. C'est-à-dire, on fait des piqûres pour... Ça, c'est quoi, ce genre de piqûres? C'est des piqûres qui servent à quoi? C'est la préparation. C'est la préparation, il va venir après, si peut-être. Quand on veut faire la fécondation in vitro, il vous a dit tout à l'heure qu'on recueille plusieurs ovules. Oui. Et donc, pour qu'on ait beaucoup plus de chances, vous êtes stimulé. OK. Et ça, c'est les hormones qu'on vous envoie qui vont stimuler l'ovaire et créer beaucoup d'œufs au niveau de l'ovaire. Et quand on va ponctionner, donc, on a beaucoup d'œufs qu'on va mettre en contact avec les spermatozoïdes du mari et on aura plusieurs embryons. D'accord. Et donc, les injections se font sous la peau. D'accord. Et la partie du corps où on a beaucoup de peau, souvent, c'est le ventre. Oui. Et c'est la personne elle-même qui s'injecte à des heures bien déterminées et tout ça, pour ne pas aller toujours à l'hôpital pour le faire, c'est loin. Et donc, on a tout fait simplifier pour que la personne puisse s'injecter à temps. Et puis, au moment opportun, on va recueillir ces ovocytes qu'on va mettre en présence des spermatozoïdes du mari. Des fois, on en met plusieurs pour avoir plus de chances d'avoir une grossesse. Et puis, on a 4 enfants dans le ventre. Des jumeaux, des triplés. Bon, mais normalement, il y a des règles. Hein. Bon, il y a des règles parce que si vous en mettez beaucoup, on a vu déjà à la télé où il y a 9 choses, mais normalement, quand il y a 9 comme ça, c'est une erreur. Généralement, on met 3 pour qu'il reste parce que plus il y a beaucoup d'enfants dedans, plus le risque d'avortement est grand. Donc vous risquez de perdre tout ça. Et quand ça se passe mal, on ne vient pas en parler souvent. C'est ça. Oui, c'est vrai. Alors, messieurs, malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission. Professeur Gué, merci beaucoup. Professeur Kwame, merci également. Je vous en prie. Tout ce que je peux dire à toutes ces femmes et à tous ces couples qui cherchent à enfanter, il n'est pas impossible. On va dire, ce n'est pas... comment je veux dire, il y a de l'espoir. Donc, allez consulter des gynécologues, des spécialistes et vous y arriverez par, on va dire, la grâce de Dieu. Quant à nous, on se dit à demain pour une nouvelle émission des Femmes d'ici. Je vous dis à très bientôt. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Dépassez-vous et relevez tous vos défis avec Irène au Minéral Naturel. Irène, soif de vivre.